Nature et progrès. Beltanos, première épine de Curnot, était arrivé avec son hoste Sempervirent pour transformer la forêt en une arme contre la menace Ogor. Les barbares bouffis étaient criblés de flèches barbelées et de balles, tandis que les Curnoti venaient en renfort des assiégés. Mais le désosseur avait encore la faveur de son dieu vorace. L'appel du corps de Beltanos se mêla au chant spirituel et féroce de Tétamir. La mélodie était inquiétante, même pour leurs alliés. Une plainte discordante qui saturait la forêt alentour d'une magie de la vie puissante et qui faisait ondoyer le sol. Partout où portait le regard, les arbres prenaient désormais part à la croisade. Comme un rideau viridien qu'on tirait, la canopée s'ouvrit en son milieu pour exposer les terres scabreuses et toutes les horreurs qui y béaient à présent. Saisissant leur chance, nombre des détachements d'artillerie des fusiliers venus de la merveille d'eau grise chargèrent leurs armes de poudre ronge-doigt avec frénésie, tandis que les guerriers d'Issilla se groupaient en formation castellane, leurs murs de pavois hérissés de canons et de lances. Devant le déploiement d'armes à feu, certains des sylvanettes commencèrent à s'éloigner des lignes de front, mais beaucoup choisirent de rester en marge, désireux d'honorer la promesse de Tétamir avait faite à la maréchale Toriane. Le baladin Chanteguerre et ses guerriers émeraudes avaient décidé de placer leur confiance entre les mains des soldats mortels et refaçonnaient les arbres pour dégager les lignes de vue, convaincus que les soldats tiendraient leur part du marché et éviteraient la destruction aveugle que leur puissance de feu permettait. Le cœur de la maréchale Toriane battait d'un espoir renouvelé, et elle donna de nouveaux ordres à sa croisade. Son héritage de jas de sang lui instillait un profond respect pour les créatures de la vie. Et de voir ce partenariat fleurir, plus pour repousser un ennemi commun, aiguisa son esprit émoussé par le désespoir. Toutefois, la séparation des arbres offrit à leur adversaire une autre forme d'avantage. Avec un terrain à présent plus dégagé que jamais pour son rituel, le chant guttural de Bolk s'intensifia. Ses disciples gloutons plongèrent une grande bouche dans la marmite du désosseur avant de la lever, en décrivant un grand arc pour asperger les assaillants des guildes franches qui les chargeaient. La terre se rameulit et s'enfilocha avant de se fendre. 3 nouvelles fausses gueules s'ouvrirent pour avaler la viande des humains assaisonnés, et les gargouillis étouffés retentirent à nouveau. Les dents serrées et l'épée ensanglantée, la maréchale Toriane rassembla ses meilleurs hommes et louvoya entre les gueules telluriques en direction du chef d'orchestre du Bafrage. Sur un cri du désosseur, une bande de bouchers se rallia à lui, en léchant les résidus qui nappaient leurs fendoirs rougis, avant de foncer tête baissée. Beaucoup de soldats furent poussés dans les fausses gueules béantes, mais la maréchale Toriane ne ralentissait pas, ignorant la douleur dans les os et les blessures qui la lançaient et faisaient hurler son corps. Avant que Bolk concocte un nouveau rituel d'invocation, elle convoqua ses sarments enchevêtrants pour renverser le chaudron. Pivotant juste à temps pour éviter l'arme du désosseur, elle fut horrifiée par les dents jaunies et les membres mutilés de l'ogre. Son couteau et son crochet étaient greffés au moignon de ses bras en lieu et place de main, et lui permettaient de fendre et de trancher avec une férocité sidérante. Canalisant une magie qu'elle redécouvrait, Toriane jeta un sort de vitalité. Les dents virides soufflèrent pour renforcer sa lame ensanglantée et lui conférer la force nécessaire pour taillader les jambes de Bolk. Mais même ralenti, l'ogre put rester debout du simple fait de sa masse. Elle entendit à nouveau le corps de Beltanos dans le lointain,
Des meutes de Curnoti surgirent pour détruire les fausses gueules. Jugulant la magie de jade dans leurs armes de chasse, ils tailladèrent les gouffres charnus en leur arrachant des cris de douleur. Toussant d'épuisement, la maréchale Thoriane sentit ses membres s'affaiblir au moment où Lumbergulp poussa un nouveau hurlement tonitruant. Les pattes barbelées de la monture scintillante de Beltanos lacéraient le dos du désosseur. En vain. Logor agita ses armes, mais les coups n'étaient qu'un prélude à la nature véritable de l'embuscade. La première épine de Curnot bondit de son grand follet pour atterrir derrière Bolk et rejoindre la maréchale Thoriane. La magie frémissante et l'écho sempiternel du corps de chasse stimulaient l'âme même de la maréchale, et comme tiré d'un long sommeil, une partie de son esprit déferla vers la musique. Tandis que la magie de Giran renforçait ses membres meurtris à l'aide de bois noueux et de mousse, elle leva une main. À son grand étonnement, fit jaillir du sol des racines qui se fichèrent dans les chevilles du désosseur. Beltanos portait ses coups autour des frappes indisciplinées de Bolk, comme une libellule assaillant une bête à l'affût. Son vouge tailla le tablier taché de sang de Logor avant d'ouvrir sa chair au moment où Bolk parvenait enfin à loger son crochet dans le bras du maître chasseur. Son œil valide ne croisa qu'un sourire sauvage aux dents d'écorce, et malgré les moulinets féroces de son arme restante, Bolk était cloué sur place. Il fut incapable d'esquiver le vouge de Beltanos qui s'enfonça droit dans son estomac bouffi. Il lâcha un hurlement guttural alors que Beltanos dégageait sa haste pour l'empaler à nouveau, encore et encore. Tout autour, les Curnoti poussaient des cris de vengeance. Ici-là rejeta sa tête en arrière et hurla avec eux jusqu'à ce que Beltanos arrache une dernière fois son arme du monticule de graisse et de chair. La première épine de Curnot brandit son vouge, et les ogres survivants se dispersèrent entre les arbres pour échapper à l'assassin de leur maître. Tandis que les soldats aidaient la maréchale Thoriane à se remettre sur pied et à soutenir sous ses épaules, Beltanos leva une main noueuse en avertissement. Le rythme incessant qui l'accompagnait si bruyamment les rituels de Bolk retentissait encore, et il se faisait de plus en plus volumineux à chaque seconde. Même les bêtes les plus puissantes n'étaient que des enfants pour le chêne des âges passés. Ce fait avait toujours réconforté Alarielle, alors même qu'elle entretenait les sylves de sa progéniture à un gardien veillant sur elle en retour. Il avait essuyé le déluge de pestilence avec elle, en étant sorti restauré. Et il projetait désormais une ombre mouchetée de lumière éclatante, tel un halo scintillant autour d'elle. Ses branches formaient un trône sauvage depuis lequel elle présidait le conseil. Crondis, fils de Dracocion, était assis, la tête légèrement inclinée. Un cercle de draconites plus petits était lové autour de lui. Un peu plus loin se tenait son frère, Karazai, seul. Le sang séché de ses dernières conquêtes décorait encore ses griffes dentelées. Et venait le seigneur Croak, le plus éminent des séraphons. Lui seul rivalisait de longévité avec le chêne, et à l'instar de l'arbre de vie, il était totalement silencieux. « Nous avons un accord. » Alarielle brisa le silence d'un millier de pensées antédiluviennes. Il faut mettre un terme aux ravages de Cranios. J'ai toujours été d'accord, gronda Crondis. Mais mon vœu de protéger ses enfants prévaudra toujours. L'attaque est la meilleure des défenses, dit Karazai, en plantant inlassablement ses griffes dans l'herbe sous lui. Madame, vous n'avez qu'un ordre à me donner.
Ce n'est plus notre guerre, lui rappela Crondis, avec un regard aussi étincelant que la Sigmarite polie. Nous devons donc nous contenter d'en hériter. Alarielle ouvrit un bras en direction de l'orée de la clairière. Des douzaines de masques d'écorce et de visages pâles les fixaient. Je concède que mon rituel de la vie a endommagé sa prison. Mais il a aussi redonné vie à ses royaumes. Si vous n'aviez pas décidé d'éliminer le Drogrook, il n'aurait pas connu l'apothéose. Vous avez aussi du sang sur les mains, quand bien même vous essayez de le cacher. Crondis se tut. Alarielle en profita pour enfoncer le clou. Le déluge du père des pestes continue à supplanter mes pluies vivifiantes. Les bassins de magie de Giran se couvrent de chancre. Je ne peux pas être partout à la fois, pour mon peuple et celui de votre dieu roi. Il y eut une longue pause. Même si le chêne au-dessus d'Alarielle continuait de faire résonner des accords apaisants dans la clairière, des notes de panique des dryades observatrices dérivaient dans le chant spirituel. « Seigneur Croac !» dit finalement Crondis en se tournant vers le prêtre relique. « Peut-on toujours compter sur vous pour fournir l'arène de ce piège ?» Le corps croulant sur le trône, Sloan opina et déploya un unique doigt desséché. Aussitôt, des images apparurent dans leurs esprits. Alarielle reconnaissait le lointain golfe Bayenne, une grande entaille de jade près des confins de Giran. Elle voyait des centaines de milliers de séraphons, certains nés si hâtivement qu'ils étaient dépourvus de lumière et criblés de mutilations. Et au milieu d'eux, elle vit Karazai et Cranios s'empoignant. « Alors, je l'attirerai là, » acquiesça Crondis. « Et j'espère que les battements de cœur frénétiques de Gour se calmeront enfin. » Le conseil de la vie s'acheva. À présent qu'un plan avait été décidé, le fardeau d'Alarielle était allégé. Néanmoins, le pollen doré qui dansait dans l'air en scintillant ne réchauffait guère l'atmosphère glaciale entourant les deux draconites, cependant qu'ils s'apprêtaient à prendre congé. Bien que frères, leur évolution au fil des siècles avait creusé un fossé entre eux. Crondis était immaculé et majestueux, crépitant d'énergie, tandis que Karazai était balafré et usé par des années de guerre constante. Pendant tout le temps qu'ils passaient à donner des ordres à leurs suivants, aucun n'adressa la parole à l'autre. À côté d'elle, la reine éternelle entendit le bruissement des feuilles provoquées par le grand trône du seigneur Croac, qui flottait vers elle suivi de ses skinks assistants. Elle observa la créature avachie sur le trône, vénérée par les antiques séraphons et pourtant guère plus qu'un cadavre momifié, du moins de prime abord. Si j'étais capable d'inverser le cours du temps, je donnerais tout pour empêcher la chute de Kurnos, murmura-t-elle. Ces mots portaient le poids des siècles. Pourtant, Crondis n'a même pas tenté de dissuader son frère de se sacrifier. Elle attendait une réponse de Croac, mais, comme toujours, le prêtre relique était muet. Elle leva les yeux vers le chêne des âges passés. Depuis le rituel de la vie, il fleurissait avec une férocité estivale, un peu plus vert chaque jour. Même si un sort lancé au pinacle de ma puissance n'a pas pu réveiller Kurnos, j'ignore qui le pourrait. Si Croac restait immobile, ses astroprêtres skink au pied de son trône se dressèrent pour poser leurs mains sur la lance de Kurnos. Ses suivantes dryades laissèrent échapper un susurre d'indignation, mais elle les apaisa d'un accord harmonieux projeté à même leur esprit. Des larmes coulèrent,
des yeux d'Alarielle, tandis que l'esprit de Croac communiait avec le sien. Et sa lance, dans sa main, répondit avec une tiédeur bouleversante. Elle sentit la lumière mouchetée de la forêt s'intensifier aveuglément. Sa vision désincarnée s'éleva dans les cieux. Mais elle sentait toujours l'intense présence placide de Croac à ses côtés. Elle pouvait avoir la brume lointaine et les eaux brisées des terres scabreuses en dessous. Cranios, le glas des empires, chargeait l'arrière-garde d'une grande procession cuirassée. Les soldats portaient l'orange et le jade de Amerol-Gira et luttaient aux côtés d'un contingent de sylvanettes guidé par une apparition bienvenue. Un guerrier ligneux juché sur un grand jolet de cornaline, fait de pure magie, de vie cristallisée. Le guerrier fit sonner son corps et Cranios flancha. Sa charge freinée par des chasseurs de tous bords, des elfes, des humains, et les propres enfants d'Alarielle, tous hurlant à l'unisson. Alors que la vision se dissolvait et que la reine éternelle réintégrait son corps, étourdie, l'espoir bourgeonna en elle comme à travers un givre hivernal. Elle n'osa pas parler. Alors que les skinks l'observaient de leurs yeux fixes, elle comprit que le message de Croac lui avait été transmis était limpide. Peu importe les siècles nécessaires, vous n'avez pas perdu Kurnos.